Ce sont des gens qui cherchent un avenir meilleur et qui veulent à tout prix l'avoir. On a vu cet automne des images déchirantes alors que la caravane des migrants aux États-Unis a provoqué une crise politique et humanitaire. Nobody's coming in. It's a dangerous group of people. They're not coming into our country. Ils sont encore nombreux à courir de grands risques pour venir chez nous. Ils cherchent des alternatives et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. L'an dernier, notre équipe a suivi une famille de Congolais sur la route de tous les dangers. J'ai laissé tout, je m'avance sans rien amener, je n'ai rien. Partis du Brésil, ils ont réussi à entrer au Canada après un parcours parfois terrifiant. C'est une route très souffrante. Je ne peux jamais conseiller à personne. Ce soir, on vous montre la nouvelle vie de Rosette et de ses proches après une première année au Canada. Ici est la liberté. Moi, je vais rester ici. Bienvenue à Enquête. Chaque jour, des milliers de personnes prennent des routes souvent dangereuses pour fuir leur pays. C'est le plus grand déplacement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour ces migrants, mieux vaut risquer la mort sur la route que de l'attendre dans leur pays ravagé par la pauvreté, la violence, les guerres et les catastrophes naturelles. Mais de plus en plus, les pays referment leurs portes, même celles qui permettaient d'accéder aux rêves américains. We are going to build a great border wall. We don't want them in our country. Mais rien n'arrête les migrants. Ce sont vos dirigeants qui encourageaient nos présidents à nous faire souffrir. C'est comme ça qu'on s'est dit non, on va chez vous alors cette fois-ci. They step off the plane as refugees, but they walk out of this terminal as permanent residents of Canada. 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 Le Canada reste l'un des rares pays encore perçus comme terre d'accueil. Mon rêve est arriver au Canada. Moi aussi, je préfère aller au Canada. Au Canada, en Amérique, c'est là où je vais. Sans les documents nécessaires pour se déplacer en avion, des milliers de migrants doivent traverser 11 pays du continent américain, à travers jungle, campagne, mer et montagne. Pour ces migrants, atteindre le Canada est devenu un rêve, le Canada Dream. Les rêves canadiens. Moi, je dis la vie meilleure que nous cherchons, c'est ça. Ça fait plus de 6 mois qu'on a commencé à préparer ces voyages. Mon rêve était d'aller dans un pays qui parle français. Je me disais, c'est le Canada. C'est déjà 42 ans que j'aurai. Rosette vient de quitter Sao Paulo, au Brésil. Elle voyage avec son mari Godet, un réfugié politique. À leur demande, nous avons changé leur nom. Comporte tous les migrants qui apparaîtront dans ce reportage. Rosette et Godet ont fui la violence du Congo. Ils voyagent avec leurs filles, Pauline et Marie. Leur trajet, traverser le Brésil et le Pérou jusqu'en Équateur, puis la Colombie, l'Amérique centrale vers le Mexique, les États-Unis et enfin le Canada. Un voyage de plus de 20 000 kilomètres. Avec un peu de chance, ils arriveront à destination en moins de 6 mois. Rosette a tout laissé derrière. Elle n'est équipée que de sa foi et de sa Bible pour affronter la route. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Josué, tout lié qui foulera ta plante de votre pied,
je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu où que je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Pour Rosette, comme pour des milliers d'autres Africains, Cubains et Haïtiens, Sao Paulo, c'est l'endroit sur le continent américain où les routes empruntées par les migrants convergent. C'est d'ici qu'ils partiront pour faire les longs et pénibles voyages vers le Canada ou les États-Unis. Ils sont arrivés au Brésil alors que le pays s'est préparé à accueillir les Olympiques, la Coupe du monde de soccer et d'autres événements internationaux. La construction d'infrastructures leur permettait de récolter l'argent nécessaire pour reprendre la route. Rosette était administratrice des finances avant de fuir le Congo. À Sao Paulo, elle nettoyait les toilettes dans son hôtel pour faire des économies. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné l'uniforme, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais serrée. J'étais ça compliqué. Un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les WC, toucher les saletés. Nossa, fica muito feliz. A emoção de ficar lá viajando no Canadá. Ici, qu'il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec l'épée que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait 2 jours à pied. C'est pas quel parcours où on fait 2 jours à pied, c'est pas facile. Ils se posent toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger? Mais quand les conditions de vie ne sont pas dignes, ils cherchent des alternatives. Et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. Je décourage les gens. Je décourage. Pourquoi des risques pareils? Pourquoi des risques pareils? La vie est une seule. Et quand vous mourrez, c'est fini. Quand vous mourrez, c'est fini. Nous sommes à São Paulo, précisément au Brésil. Radio Migrante, nous sommes là. Claudine est animatrice à la radio. Elle croit que si les pays ouvraient leurs portes, les migrants ne seraient pas obligés de risquer leur vie. Nous fouillons des guerres. Nous fouillons des tragédies. Nous fouillons des gens qui viennent piller. Vous avez pris nos places. Tout est pris. Il n'y a plus rien, même pas de forêt. Les minéraux sont partis. Nos eaux sont parties. Ouvrez-nous les frontières, nous voulons sortir. Rien ne décourage Rosette. C'est pesant. Malgré les avertissements, elle va partir. Elle croit que sa foi est son meilleur atout pour affronter la route. Avec la prière, elle tente de surmonter sa peur de l'inconnu. Fortifie-toi et prends courage. Josué, là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, je confie en ta parole. Amen. Mais Rosette et Godet ne voyagent pas seuls vers le Canada. 8 autres réfugiés congolais les accompagnent. Mais ils ont peur de montrer leur visage. Ciao, ciao. Ciao à la maison. Nous y allons. Rosette est maintenant prête à faire face à sa destinée. Je m'appelle Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes 2 filles. Quito, capitale de l'Équateur. Depuis plus d'une décennie, cette ville est devenue la plaque tournante de la migration irrégulière vers l'Amérique du Nord. Les migrants et les réfugiés qui passent par ici arrivent d'un peu partout. La majorité d'entre eux poursuivent leur trajet. Sans passeport ni document de voyage, ils ont tout intérêt à se déplacer le plus rapidement possible pour éviter les contrôles migratoires. Rosette ne fait pas exception.
Elle passe un coup de vent d'une gare d'autobus à l'autre. Les enfants doivent s'adapter. Nous serons très rapides, ne pas être distraits pour les enfants, ne pas aussi distraits pour les discussions. Pas de discussions. D'autres migrants doivent s'arrêter à Quito pour gagner l'argent nécessaire afin de poursuivre leur voyage. Certains finissent par y rester et ils ont redonné vie à des quartiers. Avec les migrants sont arrivés les passeurs, les coyotes comme on les appelle dans la région. Ils ne sont pas trop visibles, mais ils sont là. Pour un certain prix, ils aident des migrants sans papier à franchir illégalement les frontières. On les appelle des boîtes. Parfois, on les appelle des poulets. Boîte ou poulet, c'est comme ça qu'on appelle les migrants à la recherche d'un meilleur avenir. José est un de ces passeurs. Il est membre d'un groupe qui accompagne les migrants jusqu'au nord de la Colombie. Les prix, entre 1800 et 2500 $. Il y a plusieurs routes pour éviter les contrôles. Nous savons où elles sont. Nous savons aussi quelles sont les meilleures heures pour se déplacer et par où il faut passer pour pas avoir de problème. Ces traversées illégales font en sorte que personne ne sait avec certitude combien de migrants ont transité par Quito. Mais les organismes humanitaires estiment qu'il y en a eu au moins 1200 000 depuis 4 ans. Rosette, sa famille et les groupes de Congolais ont atteint la ville de Tulcán, la zone frontalière de l'Équateur avec la Colombie. C'est pas facile. Mais vous avez quand même l'air contente. Oui, nous sommes contents. L'important, c'est que nous avançons, nous atteignons notre objectif, c'est ça. Avant même d'arriver à Tulcán, Rosette avait déjà vécu sa première expérience avec un groupe de passeurs au Pérou. Et nous sommes encore rentrés là aux frontières. Nous sommes tombés dans la personne, des personnes là qui... Moi, j'avais peur de ces groupes-là parce que je vois que les groupes sont des bandits. Alors, c'était les groupes qui devaient nous aider. Rosette, un Africain sans aucun document de voyage, doit avoir à nouveau recours au service des passeurs pour éviter d'attirer l'attention. La frontière entre l'Équateur et la Colombie est poreuse. L'absence de barrages permet aux gens de circuler librement, mais il faut éviter les gestes suspects. Le moment venu, les passeurs passent à l'action. À bord de ce taxi, Rosette et sa famille traversent la frontière clandestinement. Leurs amis les attendent déjà de l'autre côté. Rosette a eu de la chance. Le soir même, les autorités colombiennes ont mis en place un barrage routier pour effectuer des contrôles aléatoires. Les migrants qui traversent en Colombie sont d'origine de plus en plus variées. Las cuales son de procedencia nepalí, India y Bangladesh. Des Érythréens et des Somaliens ont aussi été arrêtés. Whatever is happening, we are ready. Either die, either life, just move. If you are trying to send me back to my country, I better commit suicide to be free. Les sans-papiers plus fortunés peuvent s'offrir un service de passeurs haut de gamme. Pour 37 000 $, les migrants chinois qui en ont les moyens sont escortés de la Chine jusqu'à la frontière américaine. Le passeur Andrés se spécialise dans le transport des migrants chinois. Je suis membre d'un groupe formé de personnes de plusieurs pays. Notre patron habite un autre continent. Chaque groupe est responsable du transport de migrants dans son propre pays. Andrés est l'opérateur colombien. Il travaille sous les ordres de la mafia chinoise en Chine. Si un de nos passagers tombe malade, nous devons payer ses frais médicaux. C'est un travail risqué pour nous et pour notre famille, parce que nos patrons nous surveillent.
Après 7000 km, Rosette et sa famille arrivent à Medellín. Au terminal d'autobus, une surprise les attend. Arrivé à Medellín, nous avons passé la nuit au terminal Medellín parce que nous étions arrivés à la nuit. Il n'y avait pas moyen d'acheter les billets parce que nous n'avons pas de laissez-passer pour acheter les billets. Pour obtenir ce laissez-passer qui permet de séjourner temporairement au pays, Rosette aurait dû se présenter au poste des frontières dès son entrée en Colombie. Mais en s'y présentant, Rosette courait le risque d'être refoulée. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire quelque chose. Nous sommes venus ici à l'immigration dès le matin et ça a été compliqué parce que nous n'avons pas de passeport. Le gars ne voulait pas nous comprendre parce que nous n'avons pas de documents. Nous avons supplié, il ne voulait pas. C'est la fin d'un long parcours. Rosette et ses compagnons de voyage apprennent qu'ils seront refoulés. C'est pas facile. Je regrette, mais je n'en peux rien. Si je vois comment est mon pays, la suite de mon pays, c'est pas facile. Mais je n'ai pas de choix. Il faudrait rentrer. Trop difficile, tu connais les... Mais Rosette insiste. Et en voyant notre caméra, les fonctionnaires finissent par céder. Les laissez-passer en mai, la famille se dirige vers la gare d'autobus. Prochaine étape, le nord de la Colombie. C'est la région bananière du pays, une région de grande force économique. Sur les rives du golfe d'Urabá, Turbo, une petite ville d'environ 200 000 habitants. C'est ici que l'autoroute panaméricaine vers le nord prend fin. Le prochain tronçon de la route se fera par voie maritime. Au-delà, el tapón del Darién, les bouchons du Darien, une jungle inhospitalière qui sépare la Colombie du Panama. Derrière le commerce et la prospérité de Turbo se cache une réalité frappante. La tranquillité et les autorités sont menacées par des groupes criminels transnationaux très puissants. La ubicación geográfica privilegiada en el mundo de esta zona. La position géostratégique de la région favorise le commerce international. Mais elle favorise aussi les activités criminelles, comme le passage de drogue vers le Panama. Le colonel Antonio Dangon combat les criminels dans cette région. Il est très conscient des risques que courent les migrants qui se dirigent vers le Panama. Je pense qu'il faut trouver une façon de rendre ces pays viables. Que le rêve américain soit celui de vivre dans son propre pays, avec sa culture, sa langue et ses coutumes, et avec des opportunités de travail et d'éducation. C'est dans cette région dangereuse qu'arrive le petit groupe de réfugiés congolais. Rosette et ses amis s'installent dans une petite pension à Turbo. Ils ont appris que la frontière avec le Panama est fermée pour les migrants et que les passeurs ont gonflé leurs prix. C'est que là-bas, pour passer, normal, c'est $30. Mais comme nous progressons, les gens là qui aident les gens pour progresser demandent $100, $150 par personne et aussi les petits enfants aussi. Mais nous n'avions pas encore accepté. La pension se trouve non loin du port. Les Congolais sont prêts à partir à n'importe quel moment, sauf qu'il faut attendre. Rosette combat l'épuisement. Elle doit faire preuve d'imagination pour nourrir sa famille, tout en s'occupant des enfants. La plus grande joie, si jamais j'arrivais au Canada, je sais que j'ai pensé avoir une belle vie. Une maison avec ma famille, une voiture pour aller laisser les enfants à l'école. Pour éviter l'attente, certains migrants tentent de se glisser parmi les touristes et la population locale. Le pari est risqué. La marine colombienne a intensifié sa présence. Esto es un puesto de control para la seguridad de ustedes. Durante el trayecto han tenido algún inconveniente? Pour éviter les contrôles, d'autres migrants préfèrent placer leur vie entre les mains des passeurs. Tranquilo, amigo, Armada Nacional. Les naufrages sont fréquents à bord de ces embarcations souvent mal entretenues. ¡Ay, cuidado!
Une mort certaine pour ceux qui n'ont pas la chance d'être rescapés. Au cimetière local, les tombes de migrants non identifiés témoignent de cette réalité. Comme catholique, je fais une prière pour que Dieu pardonne leurs péchés. Après tout, ils sont humains. La route des migrants, c'est ça aussi. L'anonymat, même après la mort. Ils risquent leur vie pour un sentier. Ils s'efforcent à le traverser. Parfois, ils se noient ou quelqu'un les tue. Finalement, plusieurs se retrouvent ici, seuls dans le cimetière, sans que personne pleure leur mort. La famille qui est loin croit qu'ils sont arrivés à destination. Et voilà qu'ils sont ici. Très peu de ces histoires d'horreur ont un nom. Edelvis Martinez Aguilar et un compagnon de voyage ont payé très cher le rêve d'atteindre le nord. Está más alto las matas. Eso. Jason Rojas est journaliste. Il suit avec intérêt les histoires des migrants. C'est ici où on a retrouvé les cadavres des Cubains. Ils sont partis la nuit. Quand ils étaient proches du marais, le capitaine du bateau a fait un détour. Les Cubains ne s'attendaient pas à ça. Les passeurs ont alors sorti un pistolet, une machette et un couteau, et ils leur ont dit « on va vous voler ». On a retrouvé les corps ici, flottant dans le marais. Edelvis a été violé à plusieurs reprises. Il a été égorgé, son corps brutalement découpé au couteau. L'incident a changé la donne pour les trafiquants de migrants. Les assassins ont été arrêtés et seront accusés de meurtre. Les migrants ont peur quand ils arrivent dans la région. Ils demandent s'ils vont être en sécurité, si quelque chose peut leur arriver. Ils ont peur de vivre la même chose que ces Cubains. C'est dans ce contexte que Rosette, sa famille et leurs amis congolais prennent les larges, quelque part sur la côte, à l'abri des autorités. Nous partons donc à leur recherche. Après la pause, Rosette et ses enfants arrivent à l'étape la plus dangereuse de leur parcours. On reprend la route avec le groupe de migrants qui se trouve maintenant à la frontière du Panama et de la Colombie. C'est l'étape la plus dangereuse de leur parcours parce qu'ils doivent traverser à pied une jungle qui a été le tombeau de nombreux migrants. Tout récemment, 28 personnes, dont 10 enfants, ont trouvé la mort en tentant de traverser cette jungle. La navigation sur la mer des Caraïbes peut être périlleuse. Les embarcations sont souvent mal entretenues. C'est dans les villages de Capurganá que nous finissons par rejoindre Rosette et son groupe. Eux qui ne savent pas nager se remettaient encore de leur expérience. Pourquoi? Les monteurs étaient arrêtés. Je suis encore tremblante. L'attitude que j'avais dans l'eau, dans les navires, encore, je tremble. Aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma vie parce que je voyage comme ça, les habits mouillés, je n'ai rien. Mais je sais que Dieu va encore me retourner tout ce que je perds. Plusieurs considèrent Capurganá comme un paradis sur Terre. Situé sur les rives de la mer des Caraïbes, ce village est entouré par la jungle. C'est une région pluvieuse collée à la frontière avec le Panama. Oui, nous sommes déjà arrivés ici. On continue le chemin. Les montagnes, on y montera. Nous allons demander la force de l'Éternel qui nous aide. Afin de poursuivre les routes vers le nord, les migrants doivent traverser la jungle du Darien. Le Panama a augmenté ses contrôles dans le but de refouler les migrants. Rosette et son groupe viennent grossir les rangs de centaines de migrants qui sont bloqués ici, à Capurganá. Ils arrivent avec des enfants et des femmes enceintes. Selon Edgar Mejia,
Ils sont plus de 350 migrants dans les villages, presque 10% de la population. Notre principale préoccupation, c'est la santé des villageois et celle des migrants. Nous sommes 4500 personnes en tout. Nous n'avons qu'un médecin et 2 infirmières. Ça ne suffit pas. On devrait avoir 3 ou 4 médecins. Nous ne les avons pas. Ils ne devraient pas passer par ici. Ça me brise le cœur de dire ça. Ce sont des êtres humains à la recherche d'une vie meilleure. Difficile pour les migrants de se dissimuler dans son si petit village. Plusieurs sont avares de paroles, comme ce n'est pas les retrouver sur les bords de la mer. Ils n'attendent qu'une seule chose, reprendre la route. Rosette s'accroche à l'espoir que le Panama ouvre bientôt sa frontière. D'autres, comme Nicolas, un migrant haïtien, ont décidé de tenter leur chance. Après avoir embauché un passeur et parcouru les dangereux sentiers qui sillonnent la jungle, Nicolas et sa famille de 3 enfants ont été refoulés. Je fais 3 jours, 3 ou 4 jours, marcher dans les forêts et 3 nuits, on peut dormir dans les forêts. Et il m'a dit que les frontières étaient fermées. La police m'a retourné juste ici, à Carapulgana. Je vais payer au prix de $100 juste pour marcher dans les forêts, pour arriver. C'est mon argent perdu aussi. Perdu mon argent. En attendant que ces contrôles relâchent, Nicolas décharge des bateaux pour nourrir sa famille. Je vais chercher quelque chose pour maintenir ma famille. Je vais acheter du riz, des poissons, juste pour mon enfant, on avait mangé. Et j'espère ici, juste pour solutionner jusqu'à ouvrir les frontières. Je vais continuer mon route jusqu'à arriver au Canada aussi. Ces histoires finissent par décourager Rosette. L'attente se prolonge. Mais la vie est trop chère ici, on va retourner à Togo. En attendant, quand on va ouvrir les frontières, nous allons continuer notre chemin. Mais pour moi, je voulais qu'on avance, qu'on est en avant. Mais malheureusement, comme les frontières fermées, on n'en peut rien. Nous allons attendre. C'est une déception pour moi. Rosette n'abandonne pas pour autant. Ce recul n'est que temporaire. Je ne veux pas abandonner, mon idée est d'arriver jusqu'au bout, à mon objectif. Et même après 1-2 mois, j'y arriverai toujours. J'ai l'espoir, j'ai la foi. Rosette est aussi inquiète. Elle a appris que le chemin qui traverse la jungle est surnommé la route de la mort. Dans la jungle, ils vivent de mauvais moments. Les montées et descentes sont difficiles. Plusieurs meurent sur le chemin d'un infarctus, de blessures ou de morsures. Pour découvrir ce qui attend Rosette lorsqu'elle reprendra son chemin vers le Canada, nous avons décidé de nous aventurer sur l'un des nombreux sentiers de la jungle du Darien. Les guides touristiques, Wilberto et les passeurs, Hector, nous accompagneront. Ce dernier a exigé l'anonymat. Je suis un paysan et un muletier qui travaille sur la montagne. Les migrants passaient et je les retrouvais souvent perdus dans la jungle. J'ai commencé par les aider à se rendre au sommet de la montagne. Et maintenant, je le fais à plein temps. Les migrants partent au beau milieu de la nuit. C'est le meilleur moment pour déjouer les autorités. Pour assurer notre sécurité, il a fallu obtenir la permission du clan du Golfe, la mafia locale qui contrôle ces territoires. La traversée de la jungle peut prendre de 3 à 6 jours, ou plus encore. Tout dépend des conditions des sentiers et des passeurs. Si on marche à un bon rythme, on va arriver à la frontière dans 8 heures. Là, il y a un endroit pour dormir où normalement les gens campent.
Sans passeur, impossible de savoir comment ni par où se diriger. Par là, à ta gauche, là. Ici, c'est trop profond, de l'autre côté. C'est un saut d'un inconnu. La vie du groupe est entre les mains de notre guide et du passeur. On vient de franchir la première étape. Souvent, les migrants sont très fatigués et on s'arrête une demi-heure avant de continuer. Il faut que les migrants montent encore 3 étapes de plus pour atteindre le sommet de la montagne. Plus la journée avance, plus la chaleur et l'humidité sont insupportables. Le long des sentiers, des vêtements abandonnés et des restes d'emballage laissés par les migrants. Si les gens ne se sentent pas bien, il faut les attendre. Il y a des guides qui imposent un rythme effréné aux migrants. Ils sont irresponsables. Les passeurs doivent être sur les qui-vive pour les animaux sauvages qui pourraient surprendre les migrants et les scorpions et serpents venimeux qui se cachent le long des sentiers. Progressivement, les degrés de difficulté augmentent. Les pentes deviennent de plus en plus inclinées. La pluie des derniers jours rend leurs ascensions difficiles. Si une personne souffre trop, il faut y aller doucement. Se reposer chaque 10 minutes et s'asseoir avec eux. Si on ne le fait pas, des gens peuvent mourir à cause de l'effort. Les morts restent sur la route. Ce sont les paysans qui enterrent les cadavres le long des sentiers. La frontière avec le Panama est encore loin. Les migrants qui atteignent la frontière du Panama, sains et saufs, sans se faire prendre par des patrouilles, sont soulagés. Ils ont survécu à la section la plus dangereuse de la jungle. Bueno, mi gente, aquí llegando a la Loma de la Muerte. Des passeurs colombiens ont pris ces images. Elles servent de preuve que les migrants ont été livrés, vivants, aux passeurs panaméens. Les clans du Golfe, les narcotrafiquants qui contrôlent la région, exige ces preuves depuis la mort brutale de la jeune cubaine à Turbo. Wilberto, notre guide, connaît bien l'équilibre délicat qui conserve la paix dans ces territoires. El respeto mutuo, sí, a veces se fijan condiciones y se tratan de... Ces groupes armés fixent parfois des conditions, et il s'agit de ne pas dépasser les limites, même s'il y a toujours une marge de manœuvre. Parfois, ils décident des routes et des sentiers que les passeurs doivent utiliser. Et cela se respecte. Comme ça, tout le monde travaille. De retour à Capurganá, nous nous préparons à partir à nouveau. Un groupe de migrants africains traverse péniblement la jungle. Pour tenter de les rattraper de l'autre côté de la frontière, nous contournons la jungle via la mer des Caraïbes. Cette route est plus dispendieuse et peu utilisée par les migrants. Les contrôles migratoires se font à Obaldia, au Panama. Les rues de ces petits villages sont désertes. La fermeture de la frontière a limité les flots de migrants. L'an dernier, l'arrivée massive des migrants avait déclenché une urgence sanitaire. Parsemés le long du littoral, des îles habitées par des membres du peuple Kuna. Leurs villages sont proches des sites touristiques du Panama. Ces autochtones ont plusieurs fois sauvé la vie des migrants qui se sont égarés. C'est aussi par ici que la mafia chinoise fait passer ses clients qui payent les gros prix.
Après des heures de navigation, nous atteignons la côte du Panama. Peu après l'arrivée, il faut se soumettre au contrôle routier. Toujours aucun signe du groupe de migrants africains. Nous poursuivons notre chemin vers le nord. Paso Canoas, une ville frontière partagée par le Panama et le Costa Rica. C'est une zone commerciale qui attire des gens des deux pays. C'est aussi la porte d'entrée des migrants en route vers l'Amérique du Nord. Le Costa Rica a ouvert des camps pour offrir un oasis aux réfugiés. Yolanda Sarabia est officiellement traductrice, mais elle est beaucoup plus que cela. Parfois, il m'appelle maman ou maman. Mais il me dit, tu me vois maintenant comme ça. Mais vraiment, je suis sale. Mes vêtements sont sales. Il y a des jours que je ne peux pas changer mes vêtements. Mais je ne suis pas comme ça, maman. Si tu me vois, je peux, après prendre une douche, avoir des vêtements nouveaux, c'est différent, maman. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je sais. C'est au camp du nord du Costa Rica que nous trouvons des membres du groupe d'Africains qui ont traversé la jungle des peines et de misère. 15 jours. 15 jours dans les forêts. Il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent, tu vois, papa mort. On a resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, une fille de 35 ans mort devant moi. Nous étions ensemble. Si je savais que ça a été comme ça, je ne pouvais pas venir. J'ai souffert. Mais on est arrivé déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer. Un homme d'Érythrée criait aux autres de l'abandonner. Il n'arrivait pas à continuer. Il avait décidé de se laisser mourir. Je crois qu'il est mort. Je ne conseillerais pas cette jungle à mon pire ennemi. C'est très dangereux. Des journées éprouvantes pour ceux qui s'occupent de ces migrants. Leurs histoires les démarquent indélébiles. Anteriormente nos comentaban que, por ejemplo, 3 personas de nacionalidad. Ils nous ont raconté comment 3 personnes d'origine indienne qui étaient dans la jungle du Darien se sont fait attaquer par des gens de la mafia qui les ont poignardés. C'est très difficile pour nous au niveau émotionnel parce qu'ils racontent ça avec beaucoup de sentiments dans leur cœur. Il faut se mettre à leur place. C'est très triste de les entendre raconter leurs histoires et de savoir que plusieurs de leurs amis n'arrivent jamais jusqu'ici. Il dit que même les forêts, c'est mieux que retourner à la guerre. Aline est au Costa Rica depuis presque 3 mois. Son regard dévoile bien des sentiments parfois contradictoires qui l'accompagnent. Le courage, la peur, la douleur et la foi. Une partie de son cœur est restée à tout jamais dans la jungle où elle a laissé sa sœur. Elle est morte. Elle s'est noyée dans la rivière. Il n'y avait personne pour nous aider. S'il y avait quelqu'un, il pouvait bien la rattraper. Nous, on ne sait pas nager. Et puis, il y a des gros rochers dans la rivière là-bas. On ne sait pas nager, on ne savait pas la rattraper. Et elle est partie comme ça, à 35 ans. Aline a pris sous son aile les enfants de sa sœur. Quand on pense à elle, ça nous donne, ça nous renforce. On s'est dit, on fait ça pour elle, en sa mémoire. Si elle était là, elle nous encourageait. Mais comme les conditions en Afrique ne vont pas changer de mai, Aline et les autres migrants essayent de traverser la frontière avec le Nicaragua. Mais les passeurs rendent la tâche difficile. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua 2 fois déjà. Donner de l'argent, on donne $300, $300, $300. Les passeurs sont à nouveau protagonistes. Il nous a abandonnés là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu.
le Nicaragua est devenu une étape difficile à franchir. L'argent qui commence à manquer rend la tâche encore plus complexe. Les familles en Afrique n'ont plus les moyens de les supporter. Les rêves canadiens se transforment parfois en cauchemars. Après un arrêt de 2 mois, Rosette et Godet ont repris la route et ont affronté la jungle de Darien. En sortant de la jungle, ils ont fait la route jusqu'au Costa Rica. C'est Godet, le mari de Rosette, qui a documenté la suite du voyage. C'est la route. Après avoir contourné le Nicaragua en bateau, la famille a traversé le Honduras. Ils ont ensuite franchi la frontière au Guatemala. Ici, c'est à Honduras, frontière Guatemala. Puis, ils ont continué leur chemin vers le Mexique. Arrivés à la frontière, ils ont traversé la rivière Suchiati en radeau. Nós estamos agora no México. Tijuana, une ville de 2 millions d'habitants, située face à San Diego, en Californie. Des millions de migrants ont transité par cette région frontalière à la poursuite de leurs rêves. Une frontière non seulement protégée par un mur, mais aussi par des patrouilles américaines qui font le va-et-vient à longueur de journée. 4 mois après avoir quitté Sao Paulo au Brésil, Rosette et sa famille arrivent à Tijuana. La maison des migrants au sud du Mexique leur a donné de nouveaux vêtements pour remplacer ce qu'ils portaient depuis le début de ces voyages. Nous sommes arrivés ici à Tijuana. Nous ne voulons pas aller à l'hôtel parce qu'il faut économiser. Le peu qui nous reste en main, nous ne savons pas comment serait la suite pour au Canada. Après avoir payé les passeports et les transports, l'argent commence à manquer. Le lendemain, la famille se lève tôt. La curiosité est trop forte. Ils se rendent à la frontière pour voir ces murs qui séparent les États-Unis du Mexique. Ces murs qui les séparent de leurs rêves. Le couple profite aussi du moment pour distraire leurs enfants, Pauline et Marie, et s'offrir un instant d'insouciance. Rosette et Godet veulent à tout prix éviter le poste frontalier américain, de peur d'être déportés. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un passeur, qui peuvent coûter jusqu'à 13 000 $. Mais Rosette ne perd pas espoir. Avec Godet, elle a décidé de bientôt partir pour Nuevo Laredo et traverser la frontière au Texas. À cet endroit, il n'y a pas de mur. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai déjà oubliées. Je vois maintenant les positivités, ce que Dieu m'a réservé. Rosette n'a pas regretté son choix. La famille a réussi à traverser la frontière illégalement à Laredo, au Texas, sain et sauf. Je fais la nourriture que nous allons manger en route. Après avoir été placés en état d'arrestation, ils ont été relâchés. Voici les billets. Après plus de 4 mois sur la route, la fatigue s'accumule. Vous ne connaissez plus le jour et la date. La prochaine étape, la ville de New York, puis celle de Plattsburgh. De là, ils pourront prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne. C'est sur la route vers Plattsburgh que nous avons rencontré Adam, un jeune Nigérien en route vers le Canada. I'm afraid. So I didn't know what will happen. They should allow me to enter. Adam est arrivé à New York, en avion, muni d'un visa étudiant. Avant de quitter le Nigeria, il avait la ferme intention de se rendre au Québec. Il a même commencé à apprendre quelques mots de français. Hey, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Jabit.
Bonjour, bonsoir. I think that's all I know. I don't know much. Arrivé à Plattsburgh, Adam est accosté par un chauffeur de taxi. You got a border, right? Yeah, no problem. How much is it? Huh? How much is it? It's 75. Le chauffeur prend une rue de campagne qui s'arrête à la frontière. C'est ici que Adam traverse illégalement au Canada. We're the police, we're not immigration. If you cross here, you're under arrest. You understand? Rosette et ses enfants ont finalement réussi à entrer au Canada. On vous dit comment et on vous fait entrer dans leur nouvelle vie tout de suite après cette pause. Après avoir parcouru près de 20 000 km, Rosette est enfin arrivée à la fin de la route des migrants. Quand je vois que je suis venue ici, donc je vois les miracles de Dieu. C'est courage, c'est Dieu, c'est pas moi. Je suis contente parce que je suis arrivée. Elle est entrée par le chemin Roxham. Un centre de réfugiés de Montréal est devenu son premier foyer au pays. Je logeais dans un hôpital comme ça. Il y avait des chambres, l'hôpital Royal Victoria. Il y avait l'espace pour nous les immigrants. Il y avait beaucoup des immigrants. Alors, il fallait régler. Nous sommes dans la mer de l'immigration. Elle sait bien qu'elle et ses filles sont des survivantes et qu'elles peuvent maintenant tourner la page. Si Dieu fait grâce, je vais passer toute ma vie ici parce que je sais que mes enfants vont grandir ici. La petite, quand elle sera grande, de 15, après 10 ans, elle n'aura même pas l'idée de l'Afrique. Donc elle va grandir ici, elle va rester ici. Moi, je vais rester ici. Par contre, la route a laissé des séquelles, et pas seulement physiques et psychologiques. Notre problème, préoccupation est d'abord de faire réunir nos documents. Parce que quand on venait du Brésil jusqu'au Mexique, on a fait côté des bandits à Pérou, où nos documents étaient perdus parce qu'ils ont pris les sacs, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Et nous n'avons pas de documents, comme nous sommes ici, et qui nous montrent que nous sommes des Congolais. Et notre souci est d'abord de faire réunir, de voir comment est-ce que nous allons faire revenir nos documents. Comme la plupart des réfugiés qui arrivent au Canada, la famille a pu compter sur l'aide des organismes qui travaillent pour que les migrants reprennent leur vie. Ils nous aident, ils nous guident comment faire la vie de l'immigration. Il faut aller dans cet organisme pour demander l'aide, il faut aller chercher l'avocat, il faut faire ceci, faire cela. Montréal, sa nouvelle ville, est aussi belle que dans ses rêves. Jusque-là, nous sommes encore dans les débuts. Comme tout un débutant qui arrive dans un nouveau pays, les débuts, c'est toujours difficile. Il faut d'abord chercher à s'organiser, à mettre les enfants à l'école et à s'intégrer dans le rythme du pays, voir comment est-ce que les pays marchent pour le marché de l'emploi, chercher de l'emploi, tout ça. En découvrant Montréal, la famille s'est trouvée un appartement. L'important, c'est un quartier calme où on reste calme, les enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Nous aussi, on peut sortir n'importe quelle heure, revenir n'importe quelle heure. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale, on ne se connaît pas, les voisins ne se connaissent pas. Chacun va sortir de sa façon, mais l'important, c'est que nous avons un endroit pour vivre. Rosette ne veut pas parler de politique. Elle voudrait oublier les dangers qui l'ont poussée à sortir de son pays et à prendre autant de risques pour arriver ici. Elle veut surtout se tourner vers l'avenir au Québec. Ici, il y a la liberté, il y a la démocratie, c'est bon. Mais différemment chez nous en Afrique, où il n'y a pas la démocratie, tout est désorganisé du point de vue politique. Les gouvernements africains qui ne savent pas bien gérer les pays. Rosette et son mari ont trouvé un emploi et ils ont abandonné l'aide sociale. Leurs filles vont à l'école et commencent à bien parler le français.
Elle commence à apprendre. Chaque fois, elle me demande une chose qu'elle veut savoir en français, je lui explique. En anglais aussi, moi je connais un peu d'anglais. Et je l'explique aussi. Rosette et ses enfants marchent aujourd'hui sur un territoire sécuritaire. C'est ici que la route des migrants les a amenés. C'est ici qu'elle espère faire une nouvelle vie. La route des migrants est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement et aux personnes qui la fréquentent. Difficile de calculer la quantité de migrants sans papier qui ont traversé le continent américain jusqu'au Canada, puisqu'ils évitent les contrôles. Rosette attend toujours que les autorités canadiennes décident si elle et sa famille seront acceptés comme réfugiés. Si on refuse sa demande, elle sera obligée de retourner au point de départ. Seul le temps le dira. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.